Et c'est là que l'histoire montre tout de suite sa vraie couleur. On n'est pas juste devant un gamin envoyé dans un autre monde avec une arme bizarre. On est devant quelqu'un qui n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, parce que chaque minute passée dans cette grotte ressemble déjà à une condamnation à mort. Le plus intéressant, ce n'est pas seulement la batte ou la puissance bleue, c'est le fait que Dan survit d'abord par instinct, par rage, et seulement ensuite grâce au pouvoir. Avant même d'être un héros, c'est surtout un gosse qui refuse de mourir. Il est perdu, tout seul dans cette grotte, mais il sourit quand il sent quelqu'un à proximité. Mais au moment où il tourne au coin, l'expression du gamin change. Ses yeux s'écarquillent et juste devant lui se trouve un squelette avec un énorme insecte collé à la tête. Le truc se jette sur lui pour le mordre et manque de peu sa jambe. Il se demande pourquoi il y a encore un autre monstre alors qu'il vient littéralement d'en combattre un. C'est le même genre de créature qui lui a mordu le bras plus tôt, et ça ressemble à une sorte de parasite vu que c'est accroché à la nuque du monstre. Mais peu importe ce que c'est, s'il le frappe assez fort, ça devrait finir par mourir. Sauf que non, parce que sa batte se brise. Le monstre se retourne et le mord en plein à l'épaule. Les protagonistes les bloquent avec ce qu'il reste de la batte et le repousse, mais la créature revient encore sur lui, l'attrape au visage, l'écrase au sol, et maintenant elle est en train de mâchonner le petit bras du gamin. Il tend la main sur le côté, réussit à attraper une pierre, et commence à l'écraser sur la tête du truc jusqu'à ce que ça bascule en arrière. Fou de rage, il se relève et fracasse la créature dans le sol jusqu'à ce que il n'en reste plus rien, pas même l'insecte. Il est épuisé, sa vision tremble, il remarque toute une nuée de créatures qui viennent vers lui, tout avec des parasites sur la tête. Franchement, j'ai cru qu'il allait juste abandonner la vie. Mais il se relève quand même et dit qu'il va aller jusqu'au bout. Il fonce dans le tas, balance un coup de poing dans la gueule du premier, mais se prend une petite morsure comme par un chien affamé. Il réussit quand même à pivoter et à lui renvoyer un coup de coude dans la tête, mais un autre lui saute dessus et le plaque au sol. Il essaie de rouler pour se dégager, quand, soudain, une étrange brume bleue dit que voilà qui est intéressant. Quand il regarde sur le côté, il y a une petite créature bleue. Il flotte là, avec une tête de démon, il se demande s'il est devenu fou, s'il a été empoisonné ou un truc du genre. La créature dit juste que, pour quelqu'un au bord de la mort, tout ça n'a aucune importance. S'il veut survivre, il doit l'attraper. En voyant la nuée se rapprocher, il court vers elle, saute, l'attrape au tout dernier moment, et soudain, une aura bleue se répand dans toute la salle. La fumée de cet effet en vague se disperse et commence à affluer vers lui en prenant la forme d'une batte de baseball. Il reste là à se dire pourquoi un truc aussi aléatoire arrive, et il n'a pas le temps parce qu'une autre créature arrive. Il serre les dents et plante la batte en plein milieu de sa poitrine, la pulvérisant complètement. Il ne reste que des tripes et un demi-torse qui s'écrase au sol. Complètement sonné, il comprend qu'une drôle de puissance circule dans son corps. Évidemment, ça a un rapport avec ce truc qu'il a attrapé. Il n'a aucune idée de ce que c'est, mais avec cette batte entre les mains, je suis sûr qu'il pourrait nettoyer ce donjon à lui tout seul. Mais avant ça, on rembobine et on apprend que notre protagoniste était en gros un génie de la batte. Soudain, quelqu'un l'interpelle, et c'est ce vieux de 700 ans qui lui demande s'il a un match aujourd'hui. Il répond que oui, c'est la grande finale. Le vieux dit que leur pari tient toujours. S'il perd ne serait-ce qu'une fois, il se rasera la tête, travaillera au temple et abandonnera ce rêve. Les protagonistes disent Quecha n'arrivera pas. Quand quelqu'un l'appelle encore, une fille ensommeillée lui demande s'il part déjà et lui demande pourquoi elle est réveillée si tôt. Elle lui dit juste de tendre la main et d'arrêter de faire sa chochotte. Elle lui dépose une poupée dans la main et lui il fait c'est quoi ça? Elle répond qu'il doit être aveugle parce que c'est évidemment une poupée super mignonne. Il dit qu'elle n'est pas si mignonne que ça. Voyant qu'elle commence à s'agacer, il la remercie et lui tapote la tête en demandant pourquoi elle est soudain aussi gentille. Puis il se prend un coup de pied et le vieux leur dit revenir sain et sauf, comme toujours. Il attrape sa grosse batte, dit qu'il sera vite de retour et part pour le tournoi. C'est la finale du championnat scolaire de baseball et il se prépare au lancer. Tout le stade est en train de regarder. Celui qu'on appelle le batteur le plus talentueux de Corée. Le lanceur prend son élan et ramène son bras en arrière, le fixe du regard
pendant que le protagoniste sourit, puis il l'envoie comme un canon, boum, droit sur lui, mais le gamin est prêt, suit la balle des yeux et frappe de toutes ses forces. Ça a failli le tuer. La balle est passée comme une balle de fusil à côté de sa tête. Il a filé dans le ciel avant d'atterrir dans les gradins. Comme d'habitude, il réussit encore un home run. On voit tout de suite que ce gamin a du talent. C'était un jeune joueur prometteur et on sait déjà qu'il va finir dans un autre monde, donc à un moment, il faut bien qu'il meure. Il rentre chez lui en se disant que c'est bien d'avoir gagné le championnat scolaire, parce que maintenant, il n'y a aucune chance qu'il n'intègre pas une vraie équipe. Puis, il se prend un coup dans la poitrine. Cette même fille de tout à l'heure lui dit de se réveiller et de se ressaisir. Il se chamaille pour une bêtise, monte les escaliers tout content, pendant qu'elle dit que bien sûr qu'il a gagné. Elle lui a donné un porte-bonheur, elle lui dit de se dépêcher pour qu'il puisse dîner, mais quand il ouvre la porte, il y a quelqu'un debout au-dessus du corps du vieux chauve. La personne commence à se retourner, et la fille n'a même pas encore remarqué qu'il y a quelqu'un, puis tous les deux appellent le maître. Le protagoniste espère d'où, Miles. La personne encapuchonnée dit que ça n'a rien à voir avec elle. Elle est coupée quand le protagoniste balance la batte vers son visage, l'obligeant à esquiver. Tout de suite, il dit à Yenna de courir, mais elle lui demande ce qu'il va faire. Il dit juste de partir d'ici et elle détale. Il se demande qui est cette personne, pourquoi elle est dans le temple et qui est arrivée au maître. Le type encapuchonné bouge comme s'il était dans Matrix, disant qu'il aimerait expliquer, mais qu'il n'a pas le temps. Il montre un cristal et dit que c'est dommage que ça se soit terminé comme ça. Avant que le protagoniste puisse comprendre, le type fuse comme une balle, l'attrape à la gorge et le frappe à la poitrine en disant à Kimdan de trouver quelqu'un nommé Enar. Le protagoniste remarque que le visage de l'inconnu lui ressemble, puis le sol se brise sous ses pieds et il tombe dans le vide. C'est là qu'il tourne soudain la tête sur le côté et se retrouve dans cette étrange grotte. Juste à côté de lui, il y a un œuf de cette créature, mais il comprend vite que c'est pète tout un nid, puis la chose commence à éclore, à Ramperhorst de l'œuf, et lui se dit « Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis ?» Avant même qu'il puisse réagir, ça s'accroche à son bras, le pique, et on dirait que ça essaie de le parasiter. Heureusement, il secoue juste son bras violemment et l'envoie valser. Mais son bras se met tout de suite à le brûler. C'est là qu'il voit, s'abattre juste à côté de lui, l'attrape et une autre arrive, il la frappe et la repousse. Il court jusqu'au bout de la grotte et voit une rivière. Et comme ces créatures, ces bestioles à 8 pattes, ne savent peut-être pas nager, il saute dedans. Les créatures s'approchent de l'eau, mais ni entraîne passe. Mais ensuite, il sent une autre douleur filer dans tout son corps, parce que des tas de sangsues lui pompent les jambes. Le pauvre, il peut jamais souffler. Il sort de l'eau, arrache ses horreurs dégoûtantes et se demande pourquoi il y a des monstres partout où il va. C'était quel genre d'endroit, ça, et pourquoi ça ne ressemblait même pas au monde dans lequel il vivait. Puis il voit la petite poupée que Yenna lui a donnée et se demande si elle va bien. Est-ce que ce type aux cheveux blancs lui a fait quelque chose? Dans tous les cas, il doit d'abord rester calme et survivre. Il commence à se relever, mais il y a un énorme prédateur derrière lui. Quelque chose goutte sur son épaule, et quand il se retourne, c'est quoi ça? Trop tard, il se fait frapper encore, et est projeté en arrière. Il se dit qu'il doit sortir de là, repère une petite ouverture au fond de la salle, se relève, fonce vers elle, essaie de s'y glisser, et le monstre le poursuit. Son énorme gueule manque de passer, mais elle reste coincée de l'autre côté. Un coup de griffe part et manque de lui arracher un œil. Il bondit en arrière, et pendant une seconde, ses futurs enfants ont failli disparaître. Il est à 2 doigts de se pisser dessus, à fixer ce prédateur, mais finalement, la créature se détourne. Il se détend parce que, on dirait qu'elle a abandonné, mais son bras ne va toujours pas bien. Ça devait venir de cet insecte de tout à l'heure, et il ne le sent même plus correctement. C'est quoi cet endroit où sa vie est en danger toutes les 5 minutes? Il doit sortir de cette grotte. Il ne peut pas juste continuer à se cacher. C'est là que il suit la lumière, et on sait déjà ce qui se passe. Il retombe sur cette créature. Après avoir réveillé ce pouvoir de baseball et détruit la première, il dit qu'il ne sait pas ce qui se passe, ni ce qu'est ce pouvoir, mais c'est suffisant pour tout exploser ici, et comme ça, le sol se retrouve couvert de carcasses. Maintenant, il veut comprendre ce que cette batte est vraiment. Il sent une puissance traverser son corps, comme une sorte de magie. Mais alors,
La batte se brise soudain et se transforme en flamme, et il ne comprend rien. Une bouche apparaît au milieu des flammes, s'envole et dévore un des corps. Juste un, elle est en train de tout dévorer sur le sol. Après avoir nettoyé la salle, l'étrange flamme revient vers lui et se reverse plus ou moins dans la batte. Puis il ressent ce vieux coup de panique, version crise cardiaque, comme s'il avait failli mourir. Mais en même temps, la douleur commence à s'effacer et son bras commence à se régénérer. Et pas seulement son bras, chaque coupure, morsure et blessure qu'il a subie. En plus de ça, ses muscles deviennent bizarrement plus puissants. Quoi que cache cette batte, Ceste puissant, il n'a pas juste gagné une énorme force d'attaque, il a aussi obtenu un moyen de se régénérer. Survivre devrait être facile maintenant. Sauf qu'il est mort de faim. Il trouve des champignons sortis de nulle part et ne se méfie même pas, mais Ceste peut être le mieux qu'il puisse faire pour l'instant. Le mauvais côté, c'est que certains champignons peuvent être extrêmement toxiques et qu'il est dans un autre monde. Il arrive à cette conclusion et décide quand même de les manger. Donc oui, le gamin n'est pas exactement un génie. Il dit qu'il préfère mourir empoisonné plutôt que mourir de faim. Juste pour info, on peut survivre genre 30 jours sans manger, on devient juste un peu squelettique. Mais son pari fonctionne. Il dit que c'est délicieux. C'était vraiment un pari gagnant. Après avoir récupéré un peu de force, il commence à rassembler ce dont il aura besoin pour survivre. Il retourne même à l'eau aux sangsues. Aussi dégueu que ce soit, au moins, il peut la boire. Il récupère aussi les sangsues elles-mêmes. Techniquement, il pourrait peut-être les manger. Il ne sait pas si Ceste grâce à la batte, mais il ne lui arrive rien de mauvais. Il ne sait toujours pas dans quelle grotte il est, mais survivre y est possible. Sauf que de plus en plus de monstres apparaissent, comme ce Morlock qui l'attaque instantanément sans hésiter, mais il se prend un grand coup sur la tête. Le protagoniste remarque que chaque créature qui l'attaque est toujours parasitée. Et le bon côté, Ceste qu'à chaque fois qu'il en tue une, la batte dévore encore les créatures. Au moment où ça arrive, son corps devient plus fort. Il devient plus fort. C'est comme ça qu'il commence à s'adapter à cet endroit. La seule créature devant laquelle il fuit à chaque fois, Ceste, ce prédateur suprême. Celui-là, non, il n'a pas les tripes pour ça. Le bon côté, Ceste qu'il n'apparaît que de temps en temps comme s'il gardait le nid. Mais il réalise quelque chose. Après avoir marché partout, il est du mauvais côté de la sortie. Parce qu'il a déjà atteint chaque recoin de cette carte et que le seul chemin, c'est de retourner là où étaient les œufs et de passer dans une autre salle. Son sens de l'orientation est plutôt bon. Le problème, c'est que ça veut dire traverser la salle avec ce prédateur. Comment il est censé affronter ce truc-ci se fait coincer à découvert. Sa motivation commence à s'épuiser et il se demande s'il réussit à sortir et à rentrer chez lui, est-ce qu'il reverra un jour sa famille? Et s'il restait coincé ici pour toujours, c'était qui ce type? Finalement, il se décide. Il ne pourra rien résoudre de tout ça tant qu'il ne sera pas sorti d'ici d'abord. On est de retour dans la salle aux œufs. Une bande de ces petites créatures se promène partout et, au moins, la grosse n'est pas là. Pour quelqu'un qui a la pire poisse du monde, il a enfin un tout petit peu de chance. Il remarque que les créatures ne sont pas très sensibles. Alors il commence à avancer lentement, avec petit sourire aux lèvres, qui disparaît évidemment à la seconde où il casse un os. Mais bizarrement, il regarde sur le côté et les créatures ne réagissent pas. Il a les nerfs en vrac, mais il fait de ça parce que, pour une raison obscure, c'est facile. Il traverse la salle et laisse ses insectes immondes derrière lui. Mais ensuite, il entre dans une autre salle, avec un trou au plafond et tout un tas d'autres œufs. La salle est fermée, donc Ceste encore une impasse. La réponse est évidente, il lui faut un moyen d'atteindre ce plafond pour pouvoir accéder à cette lumière. Mais alors, le sol sous ses pieds bouge, il baisse les yeux. Oui, super. Il a marché sur le prédateur, qui se retourne brusquement et attaque, le frappant en plein milieu de la poitrine et l'écrasant au sol. Il se relève en haletant, le ventre en feu. On dirait que cette dernière salle est l'endroit où la créature se repose. Et elle charge immédiatement, prête à lui infliger une autre énorme morsure. Il essaie de se relever, la fixe droit dans les yeux, abat la batte dans l'attaque et réussit vraiment à faire couler ce sang vert. Et maintenant, il a des sacrés nerfs. Il regarde le monstre et dit « Alors, t'en penses quoi ? C'est différent d'avant. » Le monstre charge encore, mais là, bizarrement,
il se rend compte qu'il peut vraiment voir les attaques arriver. Le gamin comprend que quoi qu'il soit arrivé à son corps, il est à un tout autre niveau. Il place un autre coup pile dans le point faible du monstre et il commence à se tordre de douleur. Sérieusement, comment ce gamin d'1,40 m combat une créature haute comme 6 étages? Jen n'a aucune idée. Mais en voyant les blessures qu'il lui inflige, il s'enflamme en disant qu'il va gagner. Ouais, c'est là que tout tourne mal. Parce que, il vient de dire la seule chose qu'il ne fallait surtout pas dire. D'un coup, la chose ouvre son énorme gueule et pousse un rugissement. Tout l'endroit se met à trembler. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais c'est évident qu'elle appelle toutes les créatures du nid. Là, il va te falloir une nouvelle sorte de pouvoir, parce que je ne pense pas qu'un bout de bois suffise encore. Ah oui, j'y avais pas pensé, il est déjà en train de tuer avec la batte. Peut-être que la créature lui a ramené de quoi tuer et récupérer, tu vois. Regarde, le sol est déjà couvert de monstres morts, pendant qu'il reste là à allaiter. Il se dit qu'à ce rythme, ça ne finira jamais, et qu'il va mourir. Et Tatanz, je croyais qu'il avait porté un coup parfait, mais en fait, c'est lui qui vient de se faire transpercer la poitrine. Bordel de part and part. Mais alors, c'est quoi ce délire? Le protagoniste réussit à fracasser la jambe du monstre et à la briser. La créature hurle et il arrive à se dégager en repoussant la patte. Mais il est littéralement en train de faire une mare de sang. Il halète, sa vision devient floue, tout passe en noir et blanc, ça tourne carrément au Resident Evil, c'est sûrement à cause de la perte de sang, mais il y a toujours un tas de ces trucs qui se rapprochent. Scène de film, ils sautent tous et se figent en plein vol, et ils se demandent si c'est la fin, si c'est là qu'il va mourir, mais alors, sorti de nulle part, Yena apparaît à côté de lui et dit à cet idiot de ne pas abandonner. Il doit se relever parce que elle et le maître l'attendent, puis elle se transforme en fumée bleue en lui disant de rester debout. Le protagoniste revient à la réalité. Il regarde sur le côté, tend la main vers la batte, en voyant cette file de petits monstres suspendus dans l'air pendant leur saut, une explosion de flammes bleues éclate, écrasant les créatures contre le mur. Maintenant, le protagoniste est là, debout, avec un demi-masque. Franchement, il a du style. Demi-masque, des flammes partout, en train de dire qu'il en a marre des insectes. Le prédateur lui rugit dessus, et le protagoniste charge au milieu d'une tempête de feu. Il ramène la batte en arrière et attend. Il vient d'évaporer le truc entier. Là, des morceaux tombent, des bouts de bras comme s'ils s'étaient désintégrés. Pas étonnant qu'il ait été le batteur le plus talentueux de Corée. Tout ce qu'il reste, ce sont les pattes arrière de la créature. Des flammes recommencent à jaillir de la batte et le truc repart pour une autre morsure. Le corps du prédateur se fait complètement déchiqueté. Même le protagoniste est flippé par les Breuts. Mais ensuite, l'énergie commence à affluer en lui. Ce gamin n'atteindra jamais les 20 ans, c'est sûr, parce qu'il s'effondre encore avec cette douleur à la poitrine. Le bon côté, c'est qu'après la douleur, il commence à se régénérer jusqu'à ce que même le trou dans sa poitrine disparaisse. Il dit que ça fait un mal d'enfer et qu'il préférerait vraiment ne plus jamais revivre ça. Évidemment, comme cette créature était bien plus forte que les autres, la quantité de force qu'il sent avoir gagnée est hallucinante. Attends, je croyais que ce trou était au plafond. On dirait qu'avec ce coup, il a percé un trou dans le mur. Quoi qu'il en soit, bonne nouvelle, ils sont sortis. Mauvaise nouvelle, c'est un foutu désert. Au moins, il est motivé. C'est pas vraiment mieux qu'une grotte, mais c'est toujours mieux que d'être coincé. Ouais, je me doutais bien que ça n'allait pas durer. Il s'écroule en disant que finalement, c'est peut-être pas si génial que ça. L'endroit est bien plus vide qu'il ne l'imaginait. Il n'y a rien à boire, rien à manger. Tout ce qu'il a trouvé jusque-là, c'est des monstres squelettes, soit le pire truc possible. Il ne lâche rien. Il n'y a même rien à ronger sur ses os. Il n'arrive pas à croire qu'il s'est battu aussi fort pour survivre, pour finir par crever, comme un idiot, dans cette terre desséchée. Ce monde où il est tombé, c'est l'endroit où l'humanité a été anéantie. Quand il ouvre les yeux, tout ce qu'il veut, c'est que ce soit un rêve et d'être ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Il ouvre les yeux et voit Arès dire à Chloé de faire attention. La petite se réjouit en disant qu'on dirait qu'il est encore vivant. Un peu plus tard, elle est là, les bras croisés, à lui dire d'arrêter de pleurer parce qu'il est moche comme ça. Lui,
Ceste en mode pitié, aidez-moi. Vous êtes les premières personnes que je vois ici avec qui je peux vraiment parler. Arès lui dit de se calmer un peu. Ce serait mieux qu'il se repose une minute. Chloé dit hors de question, une longue journée les attend et lui, il veut se reposer maintenant. Il dit qu'ils ne peuvent pas juste se remettre en route avec lui dans cet état. Et puis, elle a l'air plutôt contente d'avoir trouvé une autre personne, donc ce serait mieux qu'il ne meure pas. Elle prend un air agacé, se détourne et dit qu'elle a compris. Alors elle commence à préparer de la soupe. Le protagoniste est sidéré. Ça fait longtemps depuis qu'il a mangé quelque chose de vrai. La fille lui demande s'il n'a pas mangé depuis des jours, et il dit que oui, évidemment qu'il n'a rien avalé du tout depuis 5 jours. Chloé dit que c'est pratiquement la limite pour rester en vie. Bress se contente de le fixer, et le protagoniste n'est-ce pas du genre à garder des secrets. Alors il lâche que oui, il pense être vivant grâce à ce pouvoir qu'il a obtenu en absorbant des monstres, comme ça il le dit. L'homme répond qu'il n'a jamais entendu parler d'une magie pareille, et comme il a dit magie comme si c'était parfaitement normal, le protagoniste demande si la magie existe dans ce monde. La blonde dit que bien sûr que oui. Il vient d'où pour ne rien savoir de la magie? Il dit que c'est une longue histoire, et le type lui tend la soupe. Il se raconte tout, et à la tombée de la nuit, ils connaissent l'aptitude du protagoniste. La blonde fait remarquer que pour une nuit, il y a à peine des zombies ou des squelettes dans le coin. Le protagoniste dit que c'est parce qu'il les a tous exterminés avec ça. Elle ne comprend pas, tandis qu'Harrer pense que peu importe combien de fois on tue les morts vivants, ils reviennent. Le gamin a parlé d'absorption. Alors Ceste peut être lié. Il le remercie parce que, grâce au gamin, ils vont enfin pouvoir passer une bonne nuit. Bref, comme il n'a nulle part où aller, il part avec eux jusqu'à ce qu'il puisse retourner dans son monde d'origine. La petite demande à Arès qu'il croit faire pendant qu'il se regarde comme ça. Le protagoniste a des étoiles dans les yeux et devient tout sentimental en disant qu'il apprécie vraiment. La fille n'aime clairement pas ça. Le lendemain, il ramasse des cactus dans le désert et le protagoniste dit que Chloé en sait beaucoup. Elle répond que oui, si tu traverses un désert comme ça, c'est le strict minimum. Il fait une tête bizarre, elle lui donne un coup de pied et il dit qu'elle lui rappelle sa petite sœur insupportable. Il continue de parler et le protagoniste dit qu'il a appris d'art l'écologie des monstres et comment se battre et qu'il a aussi découvert que ces deux-là sont ici pour tuer une sorte de boss. Le protagoniste est sûr d'avoir eu de la chance. Ces gens n'ont pas l'air normaux dans ce monde parce qu'ils sont clairement redoutables. Chest la nuit. Le protagoniste est esdansatente et Arès passe lui rendre une visite nocturne. Franchement, elles sont où, les femmes, dans cette histoire? Juste parce que le gamin manie la batte comme un pro, il faut que ce soit que des mecs, pas fans. Il parle de ceux qu'il pense de ce monde et le protagoniste dit qu'il est un peu ennuyeux. Évidemment, la scène suivante, Ceste, lui, qui fuit une sorte de dragon gigantesque. Ils sprintent tous les deux. Il dit à Chloé de passer devant. Le truc se rapproche, il ramène la batte en arrière, lui en colle une dans la tête, et maintenant il est complètement sonné. Mais ensuite, il prend appui, et, bordel, il balance une griffe, et envoie les protagonistes valser. Chloé appelle Dan, et puis elle lève les yeux, et waouh, j'avais jamais vu un dragon bondir pour mordre comme ça. Mais soudain quelque chose, de file comme une balle, et tranche le monstre en deux. Arès, avec son air blasé et stylé, demande « Vous allez bien, tous les deux ?» Le protagoniste se relève, complètement amoché, en disant « Ça va, certes rien ». Puis l'esprit sort de la batte et commence à dévorer la créature. C'est la première fois qu'Arès et Chloé voient quelque chose se faire dévorer comme ça, et le protagoniste se régénère. Elle demande si c'est ça, l'absorption dont il parlait, et il répond que oui, c'est plus ou moins comme ça que ça marche. Arès est encore plus impressionné par le fait que le cadavre et le mana aient tous les deux disparu. Puis il jette un regard à Dan et dit qu'il y a quelque chose qu'il veut que Dan fasse. Coup pas plus tard dans la nuit, Chloé dit que c'est n'importe quoi. Comment ça? Il veut que Dan affronte la liche, c'est pratiquement l'envoyer à la mort. Arès devrait s'en tenir au plan et la tuer seule, puisque c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Il lui dit qu'il ne forcera pas le gamin s'il refuse. Elle reste furieuse, disant que le gamin n'a aucune idée de la puissance d'une liche. C'est beaucoup trop dangereux. Et à distance,
le protagoniste dit qu'il va essayer. Tout ce dont il a besoin, c'est de connaître le plan. Scène suivante. Arès explique que, avant d'aller dans ce combat, ils doivent comprendre exactement comment marchent les pouvoirs de Dan, quelles sont ses limites, jusqu'où il peut récupérer, combien il peut absorber, et tout ça. Le protagoniste se dit qu'il en a vraiment besoin, parce que s'il doit se battre, il doit savoir ce qu'il peut et ne peut pas faire. Mais dans la scène suivante, il est juste là à fixer la batte posée au sol, en mode qu'est-ce qu'on fait ici? Chloé explique qu'ils vont mesurer son mana, et lui, il fait attends, moi aussi j'ai du mana. Elle dit qu'il devrait en avoir, parce que tout le monde dans ce monde a du mana. Arès dit qu'il va devoir faire une vérification complète du gamin, et bizarrement, le protagoniste devient tout timide. Genre, me regarde pas comme ça. Mec, c'est quoi ce délire? Évidemment, ce n'était pas ça. Arès pose juste une main sur son épaule, arrive derrière lui et commence à l'examiner. Il entre littéralement à l'intérieur du gamin, pour de vrai. Là-dedans, il voit le cœur de mana et fixe l'ombre du feu. Il retire sa main avec un air choqué. Le protagoniste demande vous avez fini? Arès dit que, malheureusement, oui, mais qu'il n'a rien appris, et il pense qu'il est difficile de classer ce gamin comme quelqu'un possédant un mana normal. On dirait plutôt qu'il y a un autre être qui vit dans son corps. Ce pouvoir est clairement dangereux. Chapitre suivant. Monsieur Squelette est en train de marcher, regarde sur le côté, et bam, se prend une pierre dans la bouche, et s'écroule. Ça fait un moment que le protagoniste est tombé dans cette terre. Il ne sait pas exactement, mais ça fait environ 3 mois. Il a perdu le compte du nombre de monstres qu'il a absorbés. Son corps est bien loin de ce qu'on appellerait humain. Une chose est sûre, il a remarqué que chaque partie de ce monde est remplie de monstres, mais au moins il a des compagnons à ses côtés. Plus tard, il mange, rien, et s'amuse pendant car les regarde. On dirait que le protagoniste Ceste, entraîné à contrôler son mana, mais malheureusement, ça ne se passe pas très bien. Arès s'y attendait, et le gamin n'a même pas l'air d'être du genre magique. Il lui dit de ne pas abandonner Deusque. Il a clairement une sorte d'énergie en lui. Donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'il apprenne à la contrôler. Il dit qu'il a hâte d'affronter la liche, jusqu'à ce qu'Aredis non, il ne va pas combattre la liche directement. Il a peut-être l'air fort, mais il est encore très loin du niveau nécessaire pour ça. La seule chose qu'il aura à faire, c'est absorber le cadavre à la fin. Waouh! Ce passage est important parce qu'il remet Dan à sa vraie place dans l'histoire. Depuis qu'il a quitté la grotte, il donne l'impression d'être devenu un monstre. Lui aussi, il se régénère, il absorbe les cadavres, il devient plus fort après chaque combat. Mais face à la liche, Arès lui rappelle brutalement une chose, survivre à des monstres et affronter une calamité capable de revenir tous les 100 ans, ce n'est pas le même niveau. Dan n'est pas encore le héros qui règle tout seul le problème. Pour l'instant, il est surtout une clé, une anomalie vivante que même Arès ne comprend pas complètement. Sympa. Donc lui, il farme et l'autre récupère l'expérience. Quelle vie? Arès se lève et dit que ça arrivera dans quelques jours, et le temps commence à passer. Marcher le jour, tuer des monstres la nuit, manger la nuit, marcher le jour, dormir la nuit, marcher le jour, dormir la nuit. Pauvre Chloé, elle est épuisée. Arès dit qu'ils y sont presque, mais sérieux, vous êtes un peu cruel. Pourquoi vous allez tuer cette liche? Regardez où elle se cache. Laissez-la juste dormir là-bas, toute seule. Ils traversent un truc qui ressemble au Grand Canyon et finissent enfin par atteindre le tombeau de la liche. Je pensais que ce serait un donjon rempli de monstres, mais quand ils entrent, c'est en fait plutôt vide. À l'intérieur, Arès dit de faire attention. Tout peut arriver ici. Le protagoniste dit que c'est drôle. Il parle comme si un fantôme allait surgir derrière eux, et il se retourne, et c'est exactement ce qu'il y a. Le petit fantôme dit « Comment t'as su que j'étais là, gamin ?» Il panique et lui colle la batte dans la bouche, et il meurt. Tous les 3 repartent, perplexes de voir que sa batte a marché sur un esprit aussi. En chemin, les protagonistes demandent c'è questo un liche. Arès explique que ce sont les souverains du monde des morts. Seth, la liche qui crée la résurrection, et Kand, tous les squelettes de cet endroit. En théorie, si une liche revient à pleine puissance, elle bâtit une armée de morts vivants pour détruire le monde. Et c'est pour ça qu'il faut la tuer avant qu'elle ne retrouve cette puissance. Ouais, maintenant je comprends pourquoi il a fallu venir au bout du monde pour la traquer. Le problème avec une liche, c'est qu'à chaque fois que tu la tues, elle revient 100 ans plus tard.
C'est là qu'il a eu une idée en voyant le pouvoir de Dan. Et s'il absorbe la liche, est-ce que ça veut dire qu'elle ne reviendra jamais? Le protagoniste hésite une seconde et dit « Eh bien, en vrai, ça a l'air d'être une bonne idée. » Mais il y va d'abord en voulant savoir si tout va vraiment se passer comme prévu. Il ne peut pas absorber tous les monstres. Et en plus, il ne sait même pas comment il est censé contrôler ça. Et pile à ce moment-là, l'idiot s'avance tout seul, vrai, juste pour marcher seul sur le piège. Arès lui crie de faire attention, mais ceste, trop tard. Il y a sous lui un cercle de pentagrammes tout droit sorti de l'enfer. Les gamins disparaissent sur le champ, tout ça pour que le protagoniste doive affronter la liche Söinöl. Mais Arès réagit vite. Le gamin disparaît, et lui est déjà en train de sprinter, attrape Chloé et fonce en disant qu'ils doivent sortir de là au plus vite. Il se dit qu'il ne faut pas oublier que c'est le genre d'endroit où il y a toujours des surprises. Le protagoniste est complètement éclaté au sol dans cette pose de Yamcha, puis il se relève en essayant de comprendre ce qu'était cette lumière. Où est-il? C'est quoi ce bordel? C'est là qu'il le remarque, se tient face à cette immense porte comme une énorme porte en forme de crâne en 3D. C'est assez évident que c'est la salle de la liche. Il en est sûr. Le bon côté, c'est qu'il n'a perdu aucun membre et qu'il est vivant. Tout ce qu'il a à faire, c'est rester calme et attendre Arès, qui, en ce moment, traverse les Monsieur Squelettes à toute vitesse. Arès dit à Chloé que ce que Dan a déclenché, c'était une téléportation de la liche. Elle demande où il a été envoyé, et il répond que c'est évident, il est probablement dans la chambre de la liche. Je croyais que le protagoniste était loin, mais en fait, il est sous le choc à fixer la liche droit dans les yeux. Son dédain en impose, et le protagoniste est couvert de sueur froide. Le bon côté, c'est que le truc dort, le mauvais, c'est qu'il a l'air surpuissant. Donc s'il se réveille, sang est fini de lui, et il est déjà dans la pièce. Le mieux, c'est de rester parfaitement immobile pour ne déclencher aucun autre sort, ni piège, sauf que soudain, la batte commence à s'activer toute seule. Le protagoniste n'a aucune idée du pourquoi et, bien sûr, la liche se réveille. Sung Jinwoo version Deep Web jette un regard en arrière et le boss final se lève. Il est seul dans la salle et c'est Tru Nest Quara Pouré. Dans ce temps, Arès court avec Chloé et elle demande ce que c'est que ce bruit. Il dit que la chose s'est réveillée. Au milieu de la salle, les protagonistes est figés. Ce monstre. Maintenant, il comprend pourquoi Arès a dit que c'était d'un tout autre niveau. La créature ouvre un cratère juste devant lui. La liche flotte dans les airs et pointe un doigt. Le protagoniste regarde sur le côté, mais à la même seconde, une bombe violette lui fonce dessus. Il comprend tout de suite. C'est tellement énorme qu'il n'y a aucun moyen de l'esquiver, alors il essaye de se défendre et abat la batte dessus. C'est quoi ça? Il la renvoie comme si c'était le roi du baseball. La liche est sidérée et l'explosion éclate juste sur elle. Les protagonistes regardent. La fumée commence à se dissiper et la créature est complètement intacte. Elle a dressé une sorte de barrière et le protagoniste se demande comment il est censé combattre un truc qui attaque comme ça. Puis le monstre pointe vers le haut et une foule de tentacules commence à apparaître. En attrapant les bras et les jambes du protagoniste immobilisé, il se retrouve de nouveau sous son regard et c'est là qu'elle dit qu'il possède un pouvoir inhabituel. Sa source, apparemment, c'est son cœur. Le monstre vient juste devant lui, une main sur sa poitrine, en disant qu'il va devoir l'ouvrir pour comprendre, mais alors une entaille noire et blanche traverse tout. Tous les deux regardent sur le côté et regardez qui débarque. Arès. L'aura de ce type est irréelle. Quand on y pense, il a été envoyé seul face à la liche, donc ouais, c'est vraiment lui, ce genre de mec. Les tentacules qui retenaient le protagoniste se désagrègent et il retombe sur le sol. Quand il lève les yeux, Arès est déjà en train de dire « Sors d'ici ». À partir de là, je m'en charge. La liche enchaîne une combo d'attaques. Arès, juste là, déflagration, de la fumée partout. Le monstre pense que c'était facile, mais bien sûr, hors de la fumée, un éclair d'épée traverse l'air et tranche la liche en deux. Arès, c'est vraiment le boss final. La créature est coupée en deux, mais elle se régénère et elle dit
qu'ils sont tous les deux liés par le même destin cruel. Donc Arès, Ceste, celui qui a tué la liche il y a 100 ans, ça fait des siècles que ça dure, ce va-et-vient entre la tuer et la voir revenir? Aucune idée. Le monstre flotte au milieu de la pièce en invoquant au-dessus de lui une explosion d'énergie massive. Le protagoniste demande ce qu'est Ceste est. La liche dit qu'aujourd'hui marque le commencement de la fin. Une colonne d'énergie s'écrase au sol, de la lumière partout, une explosion façon Genkidama. Mais Arès est toujours là, debout, intact. Il l'encaisse et toute la pièce s'effondre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux. Puis la liche dit « Tu m'affrontes toujours seul, alors pourquoi as-tu amené un étranger cette fois ?» C'est probablement une sorte d'atout pour que tu puisses m'effacer. Mais tu n'es pas le seul à avoir préparé quelque chose de différent cette fois. Elle joint ses quatre mains et invoque le murmure du vide. En un instant, Arès se retrouve dans une dimension déformée. Ouais, ça donne de grosses vibes Jujutsu Kaisen. La créature dit qu'elle l'a amené dans un espace réservé, à eux deux seulement. Et Arès comprend que c'était le plan depuis le début. La liche répond que oui, mais qu'elle veut savoir ce qu'il en est du cadeau qu'il a apporté. La dague destinée à percer son cœur. Dommage que cette dague soit maintenant tournée contre lui. Tant quoi, Arès est perdu. Puis il réalise qu'il est affecté par une sorte de magie mentale. Le problème, c'est que ce ne sera clairement pas facile à briser. Dans un combat normal, il pourrait prendre son temps pour chercher une solution, mais avec Danla, c'est risqué. Il pourrait mourir, et ce n'est pas juste, mais le protagoniste se fait bombarder d'offres. La Like, lui dit livrer sa vie, sa chair et son sang, et il recevra toute la puissance dont il a besoin. Mais là, cette fumée bleue à l'allure orientale surgit et dit non. Ce réceptacle lui appartient. Du coup, Ceste du 1 contre 1, créature dit à la liche qu'il faut du cran pour entrer dans ce domaine sans peur. Le boss reste planté là, sans rien comprendre à ce qui se passe. Puis Dan revient brusquement à la réalité. Le sort se brise et la liche se met à râler en demandant ce qu'Aer a bien pu ramener ici. Il manque une partie d'elle-même à la créature et Arès voit son ouverture quand il repère le noyau. Une mise en place, un seul coup, et le monstre se fait trancher en deux. La liche commence à se désagréger en disant que c'est impossible. Arès interpelle le protagoniste pour lui demander s'il va bien, mais le protagoniste veut aussi savoir ce qui vient de se passer. La batte brille, mais maintenant, la fumée de la liche se dirige vers lui. En fait, tout le mana de la liche se met à se déverser dans le protagoniste, mais cette fois, c'est différent, parce que ce n'est pas la batte qu'il a absorbée, et maintenant, il est là à souffrir le martyre. De l'énergie violette partout, et Arès est choqué par la quantité de mana. N'importe qui aurait des problèmes après avoir absorbé tout ça. Le protagoniste est s'effondrer, et Arès accourt en demandant ce qui cesse passer jusqu'à ce que quelqu'un appelle le seigneur Asclépius. Arès hésite une seconde, regarde en arrière, et la voilà. On a une sandale, bonne, on y va. Au prochain chapitre, on va pouvoir juger le talent de notre artiste. Parce que la scène suivante montre le protagoniste qui se réveille avec quelqu'un qui lui dit de retrouver Ashenor. Il est dans une pièce vide, perdue, demandant où sont Chloé et Arès. Il regarde sur le côté, il y a un sac à dos et une lettre. Arès a laissé un message, il y a eu une urgence, j'ai dû partir, merci, la liche a été vaincue. Le protagoniste se dit « Attends, comment ça ?» Il m'a juste laissé ici, dans le donjon. La scène bascule sur Arès qui demande ce qui l'amène ici. Oh mon Dieu, l'artiste, t'as vraiment du talent. Voici Akin, toute brillante et élancée, qui dit que Sa Majesté appelle le seigneur Asclépius, donc Ceste, l'autre nom d'Arès. Il demande pourquoi. Tout d'un coup, elle répond que ce n'est pas nouveau. Depuis quand Sa Majesté doit-elle lui demander la permission ou le prévenir de quoi que ce soit? Il l'a fixée. Elle forme de l'énergie dans sa main et dit qu'il entendra les détails au palais. Ils ont fini ici, donc il est temps d'y aller. Puis quelqu'un les appelle, Chloé, qui demande si Dan va bien et ce qu'ils vont faire pour la liche. Akin la salue, puis elle voit le corps de Dan juste à côté. Chloé accourt pour voir ce qui cesse passer, mais Arès lui dit de se calmer. Il cesse juste évanoui sous le choc de l'absorption du mana. Sa vie n'est pas en danger.
Toujours sympa d'avoir un plan gratuit sur Akin pendant que Arès se dit qu'il ne comprend pas pourquoi. Il y a trop de choses qu'il doit éclaircir sur ce qui cesse passer. Et ça le travaille. Il n'a pas le temps. Alors il dit à Chloé de prendre une carte de la nourriture et de laisser ça à côté de Dan. Pendant qu'elle s'en charge, Akin s'est contente d'observer, impressionné, qu'il semble avoir absorbé la liche. Ce regard de méchante apparaît. Elle va vouloir tripoter l'intrigue du protagoniste. Elle dit que l'histoire est vraiment intéressante. Puis elle tressaille quand Arès dit qu'ils peuvent y aller maintenant. Donc oui, la compétition autour de notre gars a déjà commencé. Arès passe devant elle et dit « Tu ferais mieux d'abandonner tout intérêt pour ce garçon tout de suite si tu tiens à vivre longtemps. » Donc personne n'a le droit de regarder son manière de battre. Il traverse le portail pendant qu'elle se contente de le fixer. En partant, elle dit qu'elle gardera tout ça en tête. Retour au protagoniste. Il n'arrive pas à croire qu'il a été abandonné par les amis avec qui il a passé 3 mois dans le désert. Comment ils peuvent avoir le culot de faire ça? Mais malgré tout, il a appris à bien les connaître. Et il sait qu'ils doivent avoir leur raison. Il a bien vu qu'Arès a battu la liche facilement, mais au final, il n'a servi à rien. Et en plus, bizarrement, cette fois, il ne se sent pas plus fort après l'avoir absorbé. Cela dit, il a maintenant le donjon entier pour lui tout seul, donc il doit forcément y avoir quelque chose de précieux ici. Il trouve le crâne maudit d'un héros elfe, un bâton légendaire. Ils lui ont vraiment laissé tous les objets. Mais ça ne l'intéresse pas, parce que ça ressemble à ces objets maudits, l'épée démoniaque qui hurle, la dague imbibée de sang noir. Alors il décide qu'il vaut mieux garder la carte et la boussole. Peur d'être corrompu, franchement, t'as raison. Prends tout et va vendre ça au bar. Le bon côté, c'est que la carte indique le chemin vers la forêt. Le mauvais côté, c'est que c'est absurdement loin. Le lendemain, il fracasse un squelette et il meurt instantanément. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas vu Arès. Il en bave vraiment dans ce désert. Il le traverse complètement seul et grâce à tout ce qu'il a appris d'Arès et de Chloé, survivre est facile. Finalement, après avoir marché dans cet endroit désolé, il trouve des forêts. Presque un an sans voir le moindre bout d'herbe verte. Il est dans un endroit paisible, calme, sans monstres. Puis il y a une explosion plus loin. Il savait déjà que ce monde n'allait offrir aucun endroit vraiment tranquille. La suivante, il y a un blond qui court pour sauver sa peau à travers la forêt, hors d'haleine, demandant pourquoi ce truc continue de le poursuivre. Une ombre ailée passe sur le sol. Explosion derrière lui, il tombe et roule sur le côté. Et ouais, moi aussi, je me plaindrais. C'est une wyverne, un de ces dragons de forêt qui en impose. Le blond est sous le choc. Même Sir Robert, le chevalier le plus fort, s'est fait tuer sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et lui, simple chasseur de rang bronze, est destiné à mourir. Le pauvre type était venu dans la forêt pour chasser du gobelin, et maintenant il se prend un rugissement de wyverne en pleine face. Il pense que c'est fini, jusqu'à ce qu'une furie débarque et frappe le monstre. Il demande ce qu'Alyosha fait là. Tout le monde a des noms moches dans cette histoire. Elle se retourne et dit à Halt de se lever et de décoller ses fesses du sol. Il se relève, mais demande ce qu'elle fait là. C'était lui qui devait servir d'appât pour qu'elle puisse s'enfuir vivante. Oh non, la ceste beaucoup trop furie. Regarde cette tenue. L'artiste a vraiment montré sa vraie nature juste parce que j'ai complimenté son talent avec Akin. Elle dit qu'il est hors de question que ce salaud rafle tous les points pour lui tout seul. Halt, est, emo, et. Dit, d'accord alors. Alors c'est quoi le plan pour gérer cette fille furie sortie d'une ferme laitière? Elle dit que si elle avait eu un plan, Robert ne serait pas mort. Tout ce qu'ils vont faire, c'est courir sans se retourner. Il dit, très bien. Elle compte jusqu'à une, puis une attaque arrive de son côté et la percute de plein fouet. Je croyais que quelqu'un allait sauver notre furie par malate, mais là, elle tombe pour de bon. Halt pense que c'est la fin pour eux, mais 2 dagues surgissent alors de plus loin, dans la forêt, et clouent le monstre en plein front. Il se retourne. Êtes-vous it que c'est lisse? C'est de quoi ce groupe? Halt? Moi non plus, j'aurais pas envie de crever. Si c'était mon groupe d'aventuriers, j'aurais envie de passer le reste de ma vie à tuer des gobelins. Cesse lisse. Et elle s'excuse de ne pas avoir pu fuir et l'abandonner elle aussi. Puis la wyverne reprend son envol, projette son ombre sur elle et pique en ouvrant grand la gueule. Une larme tombe. Elle est sûre que c'est là qu'elle va mourir. Jusqu'à ce que la batte frappe, tranquille. Les maestros de la batte
viennent d'arriver. Scène suivante, tous les deux sont en train de le remercier. Le protagoniste fait genre « ouais, pas de souci, c'était rien de grave ». Alt est là à lui serrer la main en disant que Dan est un sauveur. Sans lui, cette furie Parmalat serait morte, mais il est encore sous le choc de voir que le gamin a abattu une wyvern en une seule attaque. Est-ce que Dan serait un chasseur de haut rang ou quoi? Peut-être. En or, ou au moins platine, le héros principal reste juste là pendant que les deux autres font alors. Et de quel rang gamin? Dis-nous jusqu'à ce que le héros demande ce que c'est cette histoire de chasseur classé. Ils ne comprennent pas et ils restent là avec cet air débile genre. Expliquez-moi. Le gamin n'est pas très doué pour garder ses secrets. Hein. Donc, dans la scène suivante, l'autre est déjà en mode « Attends, tu viens d'un autre monde ?» Le héros principal est un peu gêné et dit que ça doit être dur à croire. Mais que c'est vrai. Alt dit que, bon, ça n'aurait pas vraiment de sens, qu'il leur sauve la vie juste pour raconter un mensonge pareil, donc il le croit. Celis porte toutes les affaires et dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que la téléportation marchait vraiment, mais qu'apparemment les autres dimensions existent bel et bien. Les autres avancent en disant que, bien sûr que oui, comme Sils savaient tout sur ce monde, eux aussi. Le héros comprend que les cas comme le sien n'ont pas l'air très courants. Puis l'autre dit que, quoi qu'il en soit, ce qu'il a fait était terrifiant. Non seulement il a tué le truc, mais en plus il a invoqué un monstre qui a dévoré le cadavre. Et comment ça a pu devenir une batte? On dirait que tous ceux de son monde doivent être spéciaux. Le héros, qui n'a pas envie d'en dire plus, répond peut-être. Puis, Alt s'arrête soudain et dit qu'ils sont arrivés. La région orientale du territoire de Lémenia, connue sous le nom de Shiltrock. Quel nom? Le héros est submergé par l'émotion, il pleure, et Alt demande ce qui ne va pas. Ce n'était pas aussi bien qu'il l'imaginait. Il dit non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu autant de monde. Tout de suite, le gamin va manger de la viande, boire de la bière, heureux comme tout. Il n'aurait jamais pensé qu'un jour il boirait légalement dans un autre pays. C'est sûrement à cause du temps qu'il a passé dans ce désert. Mais tout a un goût incroyable. Maintenant, il attend Celis, qui a dit qu'elle allait emmener les autres faire je ne sais quoi. Ils doivent soigner la furie Parmalat et aussi récupérer le corps de Monsieur Robert. C'est seulement là que le héros réalise que l'équipe a perdu un ami. Les mains d'Alt lui tendent de l'argent en disant qu'ils se retrouveront plus tard. Le héros finit son assiette et toujours rien. Il espère vraiment qu'ils reviendront. C'est là qu'il remarque toutes sortes de gens différents, d'autres races. Il y a un type qui ressemble à Gragas, il y a une femme lapine, il y a des furries, donc c'est assez évident qu'ils n'est clairement pas sur Terre. Quoi qu'il en soit, il est épuisé. Donc, la chose suivante qu'on sait, c'est qu'on est au lendemain. Ça fait des années qu'il n'a pas dormi dans un lit, et tôt le matin, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève pour voir qui c'est, et c'est la fille Furie et l'archère qui demande s'il a bien dormi. Elias la fixe du regard et lui reste là sans rien dire. Scène suivante, elles descendent et Alt lui fait signe d'approcher. Ils lui disent que la fille Furie voulait le remercier en personne. Elle est un peu gênée et dit que ce n'est pas exactement ça. Je capte pas, donc apparemment elle ne va pas le remercier. Mais Alt dit qu'hier, non plus, il n'était pas vraiment en état de le remercier. Et que c'est pour ça qu'ils sont là. Le héros dit que ce n'est rien. Grâce aux pièces qu'ils lui ont données, il a pu passer une bonne nuit. L'autre se présente correctement. Alt, un humain de l'équipe des aventuriers vertueux. Mon Dieu, ce nom d'équipe. On dirait qu'il demande juste à mourir. La fourrue Parmala, Cest Alyosha et l'archère, humaine elle aussi, Cest Celis. Le héros demande qu'on lui explique les chasseurs et les rangs. Ils sont un peu gênés, ils savent pas trop ce qu'il est, lui ne le sait peut-être pas, mais nous, si, donc je ne vais pas trop m'étendre. Owais, ça va du bronzi ao. Mitril, il y est des monstres à tuer et des chasseurs pour les tuer. Certains veulent de l'argent, mais la plupart finissent morts. C'est un monde dangereux, la routine quoi. Et évidemment, comme ils sont en bronze, ils gagnent à peine de quoi vivre. Et ces fauchés viennent justement de trouver un moyen de se faire de l'argent. Donc, ils disent « Dan, ça te dirait de rejoindre notre groupe ?» Le héros est perdu. Lui, le gars qui a one-shot un dragon, pourquoi il voudrait quelqu'un comme lui?
Alt dit que ce n'est rien de fou, juste qu'ils peuvent l'aider à s'adapter à ce monde, puisqu'il a besoin d'argent, et lui apprendre comment tout fonctionne, ce genre de choses. Le héros pense qu'il doit d'abord s'installer, et seulement après commencer à chercher un moyen de retourner dans son monde. La fille Furie se lève soudain en disant qu'elle sait qu'il est fort. Ce lys a dit qu'il a frappé la wyverne, donc ils ne seront pas en danger. Mais là, quelqu'un hurle soudain, menteuse, sortie de nulle part. Quelqu'un frappe la table en demandant « C'est quoi cette histoire de tuer un dragon d'une gifle ?» Une fille blonde apparaît en disant que s'ils vont mentir, autant le faire de façon crédible. La fille Furie dit à Marie de se mêler de ses affaires, et Marie réplique qu'elle ne devrait pas partager une table avec un animal domestique. Les filles viennent de la faction des nobles oppressifs, donc au moins le nom colle. Toutes les deux sont furieuses, prêtes à se battre, pendant que Mary regarde le héros et demande si c'est lui qui a tué la wyverne. Il répond oui. Elle demande s'il a apporté une preuve. S'il a vendu ses parties, par exemple, il aurait gagné beaucoup d'argent. Évidemment, il n'y a aucune partie, et Alt essaye de trouver une excuse sur les circonstances, mais Marie dit aussitôt que maintenant, c'est évident qu'il mente. Comme si jamais il ne rapporterait pas des morceaux d'un monstre pareil, alors que ça vaut autant. Le héros dit que ça suffit, et lui dit de la fermer. Elle demande ce qui se passe si elle ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est prêt à en venir aux mains avec elle comme s'il allait commencer à tabasser les lolas de la ville. Puis, soudain, un type aux cheveux orange débarque en s'excusant. Le héros regarde sans vraiment comprendre. Marie dit à Briand de ne pas se mêler des conversations des autres, et il s'excuse en disant que ça ressemble quand même plutôt à elle qui a interrompu leur conversation, non? Il est, lui aussi, des nobles oppressifs, donc on ne peut pas lui faire confiance non plus. Ils essaient de partir, mais le héros l'appelle, attrape son épaule avec cette énorme main et dit qu'il était en pleine conversation. Briand n'aime pas ça, se retourne et dit qu'ils peuvent régler ça ici. Ils n'ont aucune idée qu'ils. Scène prennent au roi du sérieux avec la batte. Tout le monde se fusille du regard jusqu'à ce que quelqu'un pose une main sur le pied de Briand en disant que tout le monde est tendu. Alors c'est quoi ce bordel? C'est une personne haute de 60 cm qui lui dit de laisser tomber. De toute façon, c'était la faute de Marie, alors mieux vaut oublier. Briand soupire et présente ses excuses au héros. Puis la fille au mode oui, deux déjà débloqués, dit que cette histoire comme quoi il a tué la wyverne en un coup est difficile à croire. Mais quoi qu'il en soit, laissez tomber. Le héros réalise que la plus mature du lot, c'est la petite. Il regarde autour de lui et Voit alt et celis mal alaïs puis dit. Bon, d'accord, on laisse tomber. Mais il dit aussi d'éloigner cette foutue Mary de lui. Il se rassoit et Marie veut passer à l'essentiel. Alors dis-moi, comment je deviens chasseur? Le héros comprend que c'est simple, il suffit de payer des frais d'inscription pour pouvoir commencer à prendre des missions. Alt demande s'il a l'argent, parce que ce qu'il lui a donné n'était pas grand-chose. Le pauvre héros n'a une pièce, mais l'autre dit qu'une pièce d'or comme ça vaut 1000 couronnes et que 10 couronnes font un bronze. Mon Dieu, c'est compliqué, mais une vaut 1000. Il demande si ça suffit. L'autre dit oui, puisque les frais d'inscription sont de 500 pièces. Qui se lève déjà en disant qu'ils s'en vont parce qu'ils doivent se préparer pour la prochaine mission de subjugation. Le héros dit qu'il ne comprend même pas ce qui se passe. On dirait qu'il a déjà été accepté dans le groupe, alors qu'il n'a même pas dit oui, mais ils se reverront dans 3 jours. Il est choqué que ce soit aussi long, et l'autre explique que elle, endroit où ils sont, c'est l'auberge de la guilde, et que la plupart des gens ici sont des chasseurs, donc c'est bien pour lui de rencontrer du monde, regarder les missions et tout ça. Si dans 3 jours il n'a toujours pas de groupe, il pourra venir avec eux. Il remercie et dit qu'il va y réfléchir. Ils s'en vont, et lui se dit que ça fait beaucoup trop d'informations. En plus de ça, il a découvert qu'il était fauché dans ce monde, vu que la moitié de son argent part dans ce truc d'inscription des aventuriers. Il commence à calculer la nourriture, le prix de la viande et le coût pour rester là, et il réalise qu'il est foutu. Il vient à peine d'arriver en ville, et il y a de bonnes chances qu'il finisse mendiant. Alors il se prépare pour ses missions de subjugation, parce qu'il doit assurer
Donc, il achète une armure qui sert en gros juste à maintenir la batte dans son dos, et il s'y sent bien comme ça. La vendeuse dit que ça lui va très bien. Évidemment qu'elle dit ça, c'est une vendeuse, comme si elle allait dire le contraire. Il s'en va en se disant que, bon, il n'a pas beaucoup d'options, c'est la seule chose qui peut se permettre. Maintenant en ville, par où il commence, au juste, le plan, c'est de gagner de l'argent, donc évidemment, il devrait parler à la fille Fury derrière le comptoir. Il abat la grande feuille de papier sur la table. Pourquoi il cligne des yeux comme ça? Ouais, ce type est un Fury, ça se voit. Il dit qu'il aimerait faire une demande, mais il a choisi une mission avec une meilleure récompense de rang argent. Et évidemment, il ne peut pas la faire parce que son rang est nul. Donc le gamin commence au niveau 1, du niveau 1, à porter des sacs de sable, puis il va nettoyer de la bouse de vache. Le gamin va même laver du linge, et pas moyen. Si c'était moi, je serais déjà en train d'agiter ma batte sous le nez de tout le monde pour leur montrer de quoi je suis capable. La journée se termine et il est épuisé. Ceste plus dur qu'un donjon, et après tout ça, il gagne 30 pièces de cuivre. Ça couvre même pas l'endroit où il loge. Il voit un étal de rue avec des brochettes et se dit ça va, il a bossé toute la journée. Bon, il n'a dépensé que 10 de sa paie, 3 pièces, et il est choqué parce que la nourriture dans ce monde est vraiment bonne. Je veux dire, il a mangé dans le monde moderne, donc ce qu'ils font ici est vraiment super bien préparé. Mais alors quelqu'un s'approche soudain par derrière. Une main étrange lève une boussole qui pointe droit vers le gamin, et voilà qu'arrive une petite dure à cuire. Le héros, les joues gonflées, demande encore à manger, tout en voulant savoir quel est le secret. Génial, maintenant j'ai peur de ce que j'ai dit. Vu comment elle tire sur sa chemise à cette hauteur, n'allez pas vous faire des idées. Il tourne la tête quand la personne dit qu'elle l'a trouvé, et là, il voit une sorcière elfe naine. Bon Dieu, combien de caractéristiques cette fille a-t-elle? Elle dit qu'elle a trouvé son destin. Qu'est-ce que tu veux dire? Ensuite, on passe aux deux en train de parler, et lui demande c'est quoi cette histoire, comme quoi il serait le héros du destin. Elle se contente de dire que c'est le cas, et lui demande une preuve. Elle répond que c'est la prophétie de sa maîtresse. La boussole indiquait la personne qui sauverait ce monde, et elle l'a guidée jusqu'à lui. Donc, elle ne peut pas se tromper. Le héros dit que, franchement, ça a l'air louche. Alors la fille lui dit qu'il n'a aucune idée. Sa maîtresse, Ceste Drenis, la sorcière prophétique, lui n'a aucune idée de qui c'est, et il demande si elle est célèbre ou un truc du genre. La fille répond que la sorcière ne cesse jamais tromper. Quand son épaule lui faisait mal, elle disait qu'il allait pleuvoir, et il pleuvait toujours. Le héros répond que c'est juste un truc de vieille, et elle lui dit d'arrêter. Mais lui demande d'accord, donc je suis le héros. Et après, la fille dit que sa maîtresse lui a ordonné d'aider le héros. Quoi qu'il doive faire, elle l'aidera avec la magie qu'elle possède. Il lui demande comment elle peut dire ça sans même savoir ce qu'il veut faire. Elle répond que c'est évident qu'il veut sauver le monde. Il la coupe et dit non. Son objectif, c'est de retourner dans son monde. Et voilà encore le gamin incapable de garder le moindre secret. Il lui raconte tout aussi le fait qu'il vient d'un autre monde, et tout le reste. Et si c'est le cas, alors leurs objectifs ne sont pas les mêmes, donc salut. La personne qu'elle cherche, ce n'est pas lui. En haut, cette cinglée de Marie observe toute la scène en disant que la pauvre fille Ceste fait recaler. Pendant ce temps, Briand lui dit d'arrêter de fourrer son nez dans les affaires des autres. Elle répond qu'il ne comprend pas, rien ne l'amuse plus que de se mêler de la vie des autres. Il lui suggère de commencer à s'occuper de la paperasse. Elle dit que c'est justement à ça qu'il sert. Les nobles comme elles ont des objectifs bien plus importants. Briand, en revanche, s'intéresse au fait que la fille là-bas a dit être une disciple de la sorcière Drénis. La scène change et on voit la femme lui tendre la boussole en lui disant de l'emporter avec elle parce que elle la guiderait vers le destin. Ariel était censé trouver la personne qui l'aiderait en retour. Pendant ce temps, notre gars est là à porter des sacs et à courir partout en bossant comme un honnête homme. Sérieux, les sources la battent et cogne un monstre. Pour qu'on t'embauche, bordel. Pendant qu'il se tue au boulot pour 3 sous, Ariel observe tout ça, complètement perdu. Pourquoi ce gamin fait-il tout ça? Il était fauché ou quoi? Quand quelqu'un comme lui pouvait être son destin. Même la petite sorcière n'en veut pas des pauvres. Il ne restait vraiment plus rien au gosse. Puis Dan l'interpelle et lui demande ce qu'elle fait là.
Elle compte vraiment le suivre toute la journée? Allez, dégage d'ici. Retourne voir ta maîtresse, ou je ne sais quoi. Parce que je ne suis pas ton soi-disant héros. Là, Cariel dit que sa maîtresse est morte. Il devient gêné et s'excuse, mais elle se relève et lui demande s'il veut vraiment retourner dans son monde à ce point. Si Chest les case, elle les la sa maîtresse a dit qu'à la fin elle devait l'aider quoi qu'il arrive, donc ce n'est pas un problème. C'est ce qu'elle va faire. Bon, scène suivante, on est de retour à la guilde des aventuriers et elle se prépare. Celis entre en disant qu'elle n'a pas trouvé Dan, donc elle suppose qu'il est parti. Elle dit qu'il trouve ça étrange, mais il sourit. Et Marie débarque soudainement en disant que tout le monde parlait de Dan qui avait tué la Wyvern en un seul coup et qu'il a disparu dès que les gens ont découvert la vérité. Alt lui demande pourquoi elle est en armure complète. Elle répond que c'est évident. Il n'a pas entendu les rumeurs comme quoi il y a des monstres partout. C'est pour ça que les nobles oppressifs ont été engagés pour inspecter la région. Et une partie importante de la mission consiste à garder un œil sur les chasseurs débutants qui risquent de mourir parce qu'ils sont trop faibles. Alt dit qu'il peut accepter les critiques, mais pas qu'on critique le roi du coup de batte. Et là, Véronica, la fille, a l'air curieuse et veut savoir qui est ce Dan dont tout le monde parle. Celis crie que Dan est la personne qui a sauvé tout le monde ici. Marie réplique que leur sauveur est dehors à flirter. D'abord, il parlait avec la réceptionniste. Ensuite, il parlait avec une petite sorcière à propos du destin. Et apparemment, il est parti vivre des aventures ailleurs en oubliant complètement le groupe. Celis, par contre, part déjà en mode yandere total, en disant que Dan lui a raconté son histoire, qu'il vient d'un autre monde et qu'il ne connaît personne. Alors, comment il pourrait être au milieu d'une histoire d'amour et tout ça? Mais ensuite, elle remarque que tout le monde a l'air un peu effrayé parce que le garçon entre dans la pièce avec sa petite sorcière, il les salue en mode « Salut tout le monde, je suis là aujourd'hui ». Alt est super contente de revoir le crack qu'il adore autant et il demande s'il est en retard. Marie est furieuse et les traite de traîtres. Et dans tout le monde est perdu parce qu'on dirait qu'elle voulait former un groupe avec les gens d'Alt, mais qu'ils ont finalement fait équipe avec Dan et sa sorcière. Marie se met à le traiter de traître au sang-froid, d'ordure. Al dit qu'ils n'ont jamais forcé personne à faire quoi que ce soit, mais d'abord il veut savoir pourquoi il y a une elfe sorcière ici de toutes les choses possibles, comment ces deux-là se sont rencontrés. Le protagoniste dit que c'est une longue histoire, alors que pas du tout. La sorcière dit juste « je le cherchais ». Le destin m'a guidé jusqu'à ce garçon. Tout le monde croit que c'est une romance incroyable, pendant que Celis est au sommet de son mode Celis, déjà amoureuse, et que le protagoniste essaie de se justifier, tandis que Briand se dit que ce gamin est vraiment puissant. Alt demande l'énorme Dariel est, si elle va rejoindre l'équipe de subjugation, et elle répond oui, puisqu'elle est Dan. Tout le monde se dit que voilà à quoi ressemble une épouse dévouée. Elle vient d'arriver et elle est déjà prête à se mettre en danger pour lui. Le blond la remercie, puisque cette fille Fury, treilleuse de vache, ne peut pas aider à cause de sa blessure, donc avoir une personne de plus, c'est bien. Le protagoniste s'excuse de ne pas les avoir prévenus, le blond dit que ce n'est pas grave, et le moment est venu. D'abord parlons des gobelins. Ils sont verts, ils tuent des créatures, et ils volent, et Ceste con est venu buter dans la forêt. Le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à voir tout le groupe des nobles débarquer aussi. Ils ont un peu envie de se plaindre, pendant que Marie n'arrête pas de rabâcher que c'est un honneur. Le bon côté, parce que je sais que tout le monde va se faire écraser, c'est que ce sera sans doute à notre gars de sauver la mise. Alt dit à notre ami que, aussi agaçant soit-il, c'est vraiment une équipe plus avancée. Apparemment, c'est le groupe qui a atteint le rang or le plus vite. Le mauvais côté, c'est que Marie continue de casser les pieds à tout le monde, même à l'elfe. Alt commence à mettre le plan en place. Lui et Dan devant, l'âge derrière avec les archers, il leur faut juste savoir quel genre de magie la petite mage utilise. Il demande en mode « toi, au juste, tu fais quoi ?» Normalement, les mages ont des sorts de destruction, des enchantements, de l'alchimie, de la nécromancie. Toi, c'est quoi ton domaine? Il n'a jamais travaillé avec un mage, donc il a besoin de savoir pour ajuster la stratégie. Elle dit qu'elle va l'expliquer, mais soudain quelque chose traverse l'écran, et
Une flèche manque de peu de frapper quelqu'un en plein visage. Mec, défense de gigachad absolue. Tranquille, le gosse est là. Mon Dieu, ce gobelin est moche. Ceux-là, on dirait que leur œil gauche s'est battu avec leur œil droit et que chacun est parti dans une direction différente. Le père de leur tribu a vraiment besoin d'un relooking. Brian se prépare jusqu'à ce que Marie dise non. Pour l'instant, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Un gros gobelin charge, Sam prend une en pleine face et s'écroule. Le protagoniste l'a tué facilement. En une seconde, tous, les petits bonshommes verts, sont morts, moches et faibles. Dure vie que celle d'un gobelin. Halt félicite tout le monde, pendant que Sully trouve étrange qu'ils aient été plus ou moins pris en embuscade. D'habitude, les gobelins ne sont pas assez courageux pour attaquer des aventuriers, ils s'enfuient juste. Halt dit qu'ils aiment, sans prendre aux vieux et aux gosses, c'est pour ça qu'ils doivent trouver le nid et l'anéantir. Mais il remarque que le groupe des nobles a l'air de s'ennuyer. Le protagoniste dit bon, continuons d'avancer. À quoi ressemble un nid de gobelin? Mais tous ceux qui le regardent affichent une expression différente. Le protagoniste se tient devant une barrière rouge, un espèce de gosse gobelin, ou un mélange bizarre. Lui-même n'en sait rien. Halt lui hurle de regarder derrière lui. Le protagoniste se retourne, blasé, et voit une main géante prête à lui écraser le crâne. Alors Mary se téléporte et lance une lance qui dévie l'attaque de la créature. Maintenant, elle va se comporter comme si elle était incroyable pendant les 3 prochaines années. Le protagoniste demande ce qu'elle fabrique, mais la noble a déjà posé une main sur son épaule. Hé, gamin, laisse-nous gérer ça. Tu ne peux pas t'occuper de ça. Et ça heurte son ego. C'est un troll des montagnes de pierre, et ça va être dur même pour eux de le gérer. Mary dit à tout le monde de ne pas baisser sa garde. Le protagoniste dit qu'il se joint à eux, mais Halt répond non, il ne ferait que les gêner. Même s'il est fort, reste un groupe qui combat ensemble depuis longtemps, donc ils vont se faire confiance à eux-mêmes. Le protagoniste a l'air un peu déçu, tandis que la petite sorcière ne fait qu'observer. Brian appelle les Veronica, qui ferment les yeux, et commence à lancer un bœuf d'esprit combatif. Tout le monde se retrouve entouré d'une aura dorée, et apparemment c'est incroyable, parce que Holt a l'air impressionné. Le monstre bondit sur Mary et la frappe, l'encaisse, relève le grand bouclier, pendant que la toute petite fille est là, pratiquement microscopique. Regardez cette petite flèche passer près de l'épaule de Brian et atteindre le monstre en plein œil. Il charge, saute sur le bouclier de Marie, elle le projette vers le haut, et pendant sa chute, Brian lui entaille l'autre œil. Maintenant, il est pratiquement aveugle. Le protagoniste est impressionné. Voilà ce qu'était la force d'une vraie équipe, du moins, c'est ce que ça devrait être. Après avoir vu Arès, qui a disparu depuis cette scène dans le donjon, voilà à quoi ressemblait la vraie puissance. Le problème avec les trolls, c'est leur régénération. Ils vont bientôt retrouver la vue. Le narrateur décide d'expliquer que ce groupe est connu pour sa stratégie et sa composition. Leur problème fatal, par contre, c'est la puissance de feu. Ils utilisent des arbalètes, des dagues et des lances assez médiocres, donc aucune de leurs attaques ne frappe vraiment assez fort pour tuer le truc d'un seul coup. Et Marie a oublié que personne n'utilise une lance de cavalerie comme ça parce que c'est fait pour être utilisé à cheval. Heureusement, ils ont 1 tonne de buff et de stratégie. Elle reçoit un autre buff de vitesse, un buff de force, et elle est sûre d'elle. Elle balance en arrière ses petites godasses de chevalier, file comme une fusée en avant, et waouh. Elle s'est littéralement transformée en cheval. J'étais à 2 doigts de la manquer de respect. Mais d'accord alors. Elle a transpercé le boss, elle creuse un cratère, puis commence à prendre la pose avec son aura, comme si elle était la meilleure, et là, elle crache du sang. Donc ça, c'est un groupe de rang or, vous tuez un seul monstre, et vous êtes épuisé à ce point. Brian demande si elle va bien, et elle répond que bien sûr que oui. Cestune noble, et une noble doit toujours montrer l'exemple. Elle s'apprête à parler, et se prend immédiatement une flèche en plein milieu de l'épaule. Le numéro mignon est terminé, elle tombe à genoux, regarde devant elle, et voit la forêt remplie d'encore plus de trolls et de gobelins. Brian est perdu. Pourquoi il y a une armée devant eux? On dirait carrément une scène de l'attaque des titans. Halt n'arrive pas à comprendre d'où tout ça sort. Mary appelle les Veronica en lui disant de prendre à rond tout le monde et de partir d'ici. Elle dit qu'elle va leur faire gagner du temps. Ouais, bien sûr, elle va mourir.
Brian lui demande si elle a perdu la tête, mais elle le coupe en lui disant de ne plus ouvrir la bouche. Elle va simplement accomplir son devoir de noble. Mais quelqu'un est sur le point de trancher dans tout ce drame. Les protagonistes dément d'essai que Ceste, que ça. Pourquoi il l'humilie à ce point? Pourquoi il pense qu'il ne fera rien? Son groupe le regarde, curieux de voir ce qu'il prépare. Marie lui dit d'arrêter de faire le têtu et de partir. Ce combat est impossible et son arme est dégueulasse. C'est quoi ce truc dans son dos? Même s'il a de la chance et en tue un ou deux, il y en a genre une centaine. Mais le gosse part en mode Sung Jin-woo total. Comparé à la liche, ce n'est rien. Elle lui dit d'arrêter avec ses discours et ses histoires, ils n'ont pas le temps. À ce moment-là, l'un des trolls arrive par derrière, une énorme main prête à les saisir. Mais le protagoniste s'interpose, frappe, tranchant net le bras de la chose, qui disparaît. Tous les nobles sont en mode Ceste quoi ce bordel, pendant que le gros troll souffre au loin. Le protagoniste demande à la grande vétérane quel est le plan. Quand elle regarde, elle voit tout le monde remonter à bloc pour se battre. Alt et les autres disent qu'ils feront de leur mieux, même si ce ne sera pas énorme. Je ne comprends toujours pas pourquoi on écoute Marie. Le protagoniste pourrait juste foncer, ou peut-être pas. Peut-être qu'ils n'est pas encore si forts que ça. Elle ordonne à l'arrière-garde de ne pas laisser les gobelins s'approcher trop près et dit qu'elle et Dan tiendront la ligne de front. Mais Ariel s'avance alors et dit quelle se ne occupera. Elle est cheatée ou quoi? Elle sourit légèrement. On sent que ça va devenir un mème. Pas moyen qu'elle fasse vraiment ça. Parce qu'elle dit, tu demandais, quelle était ma spécialité. Elle répond qu'elle n'en a pas, parce qu'il n'existe aucune magie qu'elle ne puisse utiliser. Elle commence à voler, active un boost de mana, un boost de concentration, un boost élémentaire. Des flammes apparaissent sur son bâton et elle lance un sort du genre manifestation des flammes draconiques. Mec, elle enroule un pilier de feu autour de toute la forêt. C'est un crime environnemental. Appelez l'agence de protection de la faune et la flore viennent de se faire exécuter. Les protagonistes se contentent de voir la fille aux oreilles pointues sourire et dire que c'est réglé. La pauvre Marie a son ego complètement pulvérisé et s'effondre au sol comme un vulgaire déchet. Au chapitre suivant, on découvre que c'est un poison mortel, une toxine pour laquelle il n'existe aucun remède dans la région. Quelqu'un dit qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'il sera difficile de garantir qu'elle reste en vie. Il y a un médecin dans la pièce avec Briand. Le protagoniste dit qu'il espère qu'elle ira bien, puisque c'est une noble. Il pensait qu'elle aurait un manoir avec des gens importants pour la soigner. Pourquoi est-elle dans cet endroit? C'est là que l'audition 2 dit qu'elle n'est plus noble. Le protagoniste est perdu. Comment ça? Elle ne laisse plus. Tout le monde l'appelle Milady et lui obéit sans arrêt. Aaron dit que oui, elle est née noble et que tout le monde ici a autrefois été à son service, mais que c'était dans le passé. Flashback. On voit que Briand était juste un petit serviteur perdu dans la vie. Des gardes escortent une calèche en racontant n'importe quoi quand soudain l'un d'eux reçoit une flèche dans le cou, une bannière bleue se lève, des chevaliers apparaissent et à la scène suivante, tout le monde gît mort sur le sol. Quelqu'un appelle le seigneur et demande ceux qui vont faire des prisonniers. La personne à cheval dit à son père qu'il n'était qu'une bande de criminels et qu'il devrait être exécuté, puis l'un d'eux s'avance, Vache Briand lui dit d'énoncer les crimes qu'il a commis. Le gars à droite dit qu'ils n'étaient que de petits bandits. Ils se contentaient de chercher des cadavres sur le champ de bataille. Le type se fait trancher la tête sur le champ. L'autre à côté de lui tremble, tandis que Briand reste là, sans la moindre émotion. Le blond dit que le gamin était bien trop jeune pour avoir l'air d'une bougie sans flamme. Il n'avait vraiment aucun lien avec cette vieille-là. Quel était son crime? Pendant que Dan déballe tous ses secrets, ce gars est prêt à mourir juste pour ne pas parler de ses crimes. On peut ordonner sa mise à mort et il ne dira toujours pas un mot. Ou alors il a peur de tuer un enfant sans raison. Sorti de nulle part, ce chevalier est déjà prêt à dégainer son épée, tandis que le blond éclate de rire en disant qu'au moins il avait du cran. Il l'aimait bien, donc il serait le cadeau parfait pour sa fille. On sait déjà ce qui va arriver. Gamin, comment dire ça? J'ai trouvé un esclave criminel dans la rue. Un cadeau formidable pour ma fille, évidemment. Va dans une boutique, achète-lui une petite voiture,
Une poupée. Brillant, lui, ne pouvait penser qu'à une chose waouh. Donc maintenant, il était esclave. La vie ne valait vraiment rien. Pendant ce temps, notre garçon Sigma, sans émotion, est dans la baignoire, sans comprendre ce qui se passe. Je crois que c'est un peu plus tôt quand des servantes disent qu'il pue. Comment était-il censé rencontrer la jeune demoiselle dans cet état? D'abord, il fallait le nettoyer. Il n'arrêtait pas de se dire qu'un endroit capable de laver un esclave avait vraiment de l'argent à brûler. Qui est cette jeune demoiselle et pourquoi font-ils confiance à un criminel comme lui? L'un des soldats le prévient. Tu ferais mieux de ne jamais manquer de respect à la jeune demoiselle. Sinon, la mort sera le cadet de tes soucis. Puis Marie apparaît, Jean, une gamine de 7 ans, excitée à l'idée de rencontrer son cadeau. Sérieusement, ce père n'a pas toute sa tête. Alors Marie est là, à lui tapoter la poitrine en disant qu'il a l'air vraiment maigre, pendant que lui se dit qu'elle est bizarrement minuscule et déjà agaçant. Mais elle sourit en disant que, puisque c'est un cadeau de son père, elle va prendre soin de lui. Elle lui demande comment il s'appelle. Il dit qu'il s'appelle Jared, et elle répond que ce n'est pas un nom élégant. Elle marque une pause pour réfléchir, et voilà, elle lui donne un autre nom. À partir de maintenant, il serait Brillant, et l'artiste nous dessine toutes ces petites scènes mignonnes, comme si c'était « Oh, trop drôle !» Elle est en train de donner un nom à l'esclave. Ce n'est pas drôle, c'est triste. Même Brillant lui-même trouvait que le nom qu'elle lui avait donné était complètement nul, et le chapitre suivant commence en disant que les humains sont des créatures qui s'adaptent, et maintenant, au lieu de tuer des gens dans la rue, il passe ses journées à faire des tâches ménagères qu'il n'avait jamais faites avant, et au lieu de devoir se battre juste pour manger de la nourriture racise, il se réveille le matin avec de la soupe et du pain frais. Au lieu de tomber sur des gens qui veulent le tuer, il est maintenant entouré de personnes bienveillantes. Une servante le salue, pendant que lui la fixe juste comme s'il n'avait pas l'habitude. Elle lui demande s'il commence à s'habituer et ce qu'il en pense, mais il se contente de dire qu'il n'a rien à redire. Elle jette un coup d'œil et pose sa main sur son visage en disant qu'apparemment, il va vraiment mieux. Son front le montrait. Aucune idée de ce qu'elle veut dire par là, mais il devient rouge écarlate. Il demande ce qu'elle fait tout à coup. Puis, il s'arrête pour se dire qu'il n'y a qu'un seul problème dans cette nouvelle vie. Quelqu'un crie son nom, et quand il regarde, c'est Marie qui dit qu'elle veut des sucreries. Brillant dit que le problème, c'est évidemment elle, à l'appeler toute la journée. Il lui dit de demander aux servantes pourquoi c'est toujours lui qu'elle appelle. Mais Marie dit que sa mère lui a interdit d'avoir des servantes et que ses servantes ne l'écoutent pas, lui. Il dit juste d'accord et lui apporte des pâtes. Elle mange toute contente en disant qu'elle savait bien que c'est lui le meilleur, qu'il n'y a que lui qui puisse se faufiler et lui ramener toute la nourriture qu'elle veut. C'était une sorte de hors-la-loi légendaire avant d'arriver ici, ou quoi? Il ne répond pas et il nous dit, à nous les spectateurs, que c'est comme ça qu'il a cessé d'être Jared. Un peu de temps passe et il arrose des fleurs. Quand Marie l'appelle, mais cette fois elle est plus âgée, et elle dit que son père revient de campagne. Et ensuite, le chef de la maison Châtillon arrive, nommé Leslie, avec son épouse Catherine Châtillon. Le vieil homme dit que ça fait du bien de rentrer chez soi. Mary appelle son père et il est surpris, puis il accourt et la serre dans ses bras. Il dit qu'elle a tellement grandi qu'il l'a à peine reconnue. Brillant le salue brièvement d'un signe de tête et quelqu'un demande si elle n'est heureuse que quand elle voit son père. Quand il regarde sur le côté, les deux frères sont là et ils ont même l'air plutôt correct. Je comprends pas. Cette famille est beaucoup trop soudée. Comment elle est censée se faire chasser de là? Les frères s'appellent Léon et Reynold. Tout le monde lui tapote la tête en lui demandant comment elle va. L'une d'eux passe devant Brillant et le remercie de s'être occupé de sa sœur. Il est un peu mal à l'aise, mais Leslie appelle déjà tout le monde à table. La table est dressée, on mange de la viande, des sourires, des rires, tout le monde détendu, heureux. Puis il débarrasse les assiettes. Leslie l'appelle et dit qu'il veut lui parler. Mais c'est la nuit, dans le bain, qu'il dit que ça fait déjà 5 ans que Brillant est ici. Comment a-t-il vécu dans cet endroit? Brillant répond qu'il ne pourrait rien demander de plus et que tout cela, c'est grâce au Seigneur. Il a redonné la vie à un homme qui était déjà mort, ainsi qu'une raison de continuer. Alors le Seigneur le regarde et dit « Puisque je t'ai donné la vie, serais-tu prêt à la dépenser pour moi ?» Brillant tressaille
comme s'il se disait « Bon, je suis foutu ». Un cheval apparaît devant le château avec une armée. Ouais, le squad a débarqué pour t'achever. Il n'y a pas grand-chose à faire à part lâcher un. La fin change complètement l'ambiance du récit. Au début, Dan devait juste survivre dans un trou rempli de parasites. Maintenant, il entre dans un monde organisé, avec des rangs de chasseurs, des nobles arrogants, des groupes d'aventuriers, et même une prophétie qui commence à tourner autour de lui. Le plus drôle, c'est que Dan ne cherche même pas à devenir le sauveur de ce monde. Lui, tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Mais plus il essaie de rester simple, plus le monde lui colle des rôles énormes sur le dos, arme vivante, anomalie, héros annoncé, et maintenant centre d'attention d'une elfe beaucoup trop puissant.